Retour en plateau et le débat reprend avec le deuxième invité du jour. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs, vous êtes donc sur le réseau synchronisé de la presse audiovisuelle du pays, la RTG et les radios et télévisions privées qui sont au sein de l'URTERGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. C'est au compte bien de la synergie qui consacre la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Justement, comment le document a été cuisiné, quelles sont les grandes innovations et quelles sont les grandes répartitions des différentes prérogatives pour parler de cette thématique très importante. Ici en plateau, M. Mohamed Ali Thiam, il est le président de la commission Constitution, Loi organique, administration publique et organisation judiciaire. Il va essayer de nous expliquer. Honorable Mohamed Ali Thiam, bonjour. Bonjour, M. Condé. Madame Diallo, Mariam Kamara, première question pour notre invité. Allez-y. Le menu a changé. Le menu conservé aux Guinéens a changé. Aujourd'hui, on a de nouvelles entrées, de nouvelles recettes dans notre constitution, mais aussi celles dont on s'est débarrassé. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler, vous qui avez participé à l'élaboration, à la rédaction de cette constitution? Bien. C'est parti de quoi concrètement? Est-ce qu'il y avait de nouveaux textes avec lesquels vous vous êtes inspiré ou vous êtes allé avec du néant, constitué brique après brique? En droit, on ne va jamais du néant. Fustel de Coulanges disait que le droit ne tombe pas du ciel. Il est le résultat des relations sociales et des exigences du vivre ensemble. Cette constitution découle de deux choses. D'abord, c'est que nous avons une identité constitutionnelle qui date de 1958. L'accession du pays à l'indépendance. Nous avons défini là les règles qui doivent gouverner notre État, notre République, puisque nous avons choisi la République et non un royaume ou un sultanat. Nous avons écrit des textes. Nous avons posé des principes et nous avons énoncé des règles. Au fur et à mesure de notre évolution, nous nous sommes rendus compte que il doit y avoir une adaptation. Cette adaptation qui se fait avec le temps demande que de temps en temps, nous revoyions nos textes. Et il se trouve que des conditions historiques sont survenues en 84, en 2008 et en 2021. Et en 2021. Que d'autres appellent les coups d'État. Qui font que nous sommes obligés de revoir ce que moi j'appelle notre identité constitutionnelle et législative. Parce qu'il faut retenir une chose. Laquelle? De toutes les créatures de Dieu, seul l'être humain est soumis à des règles. Dieu a commencé par nous donner des commandements. Et ces commandements, nous les avons interprétés, nous avons essayé de les mettre en œuvre par des règles que nous-mêmes nous adoptons. La Constitution de 2024 vient de ce que nous avons étudié l'ensemble de nos constitutions en nous demandant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Nous sommes allés consulter les populations pour qu'elles disent ce qu'elles ressentent, ce qui les préoccupe, ce à quoi elles aspirent, ce qui peut faire leur bonheur, poser les bases solides d'un vivre ensemble pacifique. Nous avons recueilli l'ensemble de leurs opinions. Nous sommes venus, à la lumière des études préalables que nous avions faites sur ces textes antérieurs, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des causes de fractures sociales. Et les populations étaient claires là-dessus en disant ce dont elles ne veulent plus. Nous avons mis ça dans une escarcelle
en nous disant, en nous faisant un tabou de ne pas revenir sur ce que les populations ne veulent plus. Ce qu'elle qualifie de tabou. C'est moi qui le dis. Non, des fractures sociales. Les fractures sociales, les causes de leur mécontentement. Par des anciens textes. Voilà, en disant, voici... Ou facilités par les anciens textes. Hein? Les fractures sociales là, ont été engendrées par quoi concrètement? Sont engendrées par plusieurs choses. Allez-y. Premièrement, par le fait que certains textes sont vagues, d'autres sont obsolètes. Il y a une vacuité, un silence sur certaines matières. Et il y a une insuffisance d'expression dans d'autres. C'est donc un ensemble sur lequel nous avons porté notre analyse en partant de ce que nous avons écouté des populations. D'accord. Nous avons fait notre rapport et nous nous sommes rendus compte, et je crois que le président vous l'a dit ici, qu'il fallait s'entretenir avec certaines composantes nationales. Quasiment toutes les le président vous l'a dit tout à l'heure, puisque je suivais dans la salle là-bas, je ne vais pas revenir sur ça. Donc venons à la nouvelle constitution. Allez-y. L'avant-projet. À l'avant-projet de la nouvelle constitution. À partir des éléments de cette insuffisance, ou de ces insuffisances constatées, nous avons essayé, nous, conseillers, et aidés par des experts que nous avons invités à venir discuter avec nous, essayer de mettre en place une squelette qui nous permettrait d'aller dans l'architecture même de la constitution guinéenne. La première chose que nous avons faite, que les autres constitutions n'ont pas faite, c'était dénoncer les principes fondamentaux de notre République. Il y en a exactement 11. Je vais vous les citer. Allez-y. C'est l'article 6 de la Constitution qui le dit. Pour qu'une institution fonctionne, il faut que cette institution elle-même soit gouvernée par des principes. C'est le premier principe, c'est le principe de sacralité de la vie humaine. Le deuxième principe, c'est l'inclusion, l'égalité et la parité. Troisième principe, l'unicité et la cohésion nationale. Quatrième, l'exercice pacifique des libertés et des droits fondamentaux. 5. L'inviolabilité du patrimoine national, des symboles et biens de l'État. La priorité de l'éducation, de la santé et de la sécurité dans les politiques publiques. La préservation de l'environnement et des écosystèmes. La préservation des intérêts nationaux contre l'acquisition des grandes étendues de terres agricoles par des entreprises étrangères. La gestion rationnelle, transparente et équitable des ressources naturelles pour le bien-être des populations à tous les niveaux. 10e, l'obligation de prise en compte du contenu local dans les secteurs du développement. Enfin, 11e, la promotion de la participation des Guinéens établis à l'étranger et de tous les acteurs sociopolitiques et économiques au développement national. Voilà les 11 principes sur lesquels nous avons décidé. C'est vous qui les avez dressés d'abord ou vous vous êtes inspiré des anciens documents? Non, c'est la première fois, c'est la première fois que dans une constitution guinéenne, que ces principes-là sont énoncés. Sont édictés. Parce que nous pensons que les hommes comme les institutions doivent obéir à des principes bien connus. D'accord. Qui doivent gouverner. Ainsi, on peut se rendre compte qu'une institution viole un principe. Et, dans cette mesure, d'apporter ou de décider de la correction à apporter, puisque cette institution ne va pas dans le sens des principes que la Constitution a établis. Alors, partant de là, nous avons commencé, la deuxième chose qu'on a faite, ce qui n'avait jamais été fait avant nous, c'était de dire quelles sont les institutions de la République. Tout le monde parle d'institutions, mais quand vous leur demandez, c'est difficilement qu'on les cite. Mais nous n'avons pas fait que citer, nous avons catégorisé les institutions. Pour cette fois-ci.
Oui, pour cette fois-ci. C'est ainsi que la première catégorie des institutions, c'est les institutions gouvernantes. Elles sont 4. C'est le président de la République, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat, c'est le gouvernement. Voilà les 4 institutions gouvernantes. Il y a les institutions juridictionnelles. C'est la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la Cour spéciale de justice de la République. Enfin, vous avez les institutions d'appui à la gouvernance démocratique. Ce sont la Commission nationale pour le développement, la Commission nationale de l'éducation et des droits de l'homme, l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections, la Commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Voilà les institutions. Il y en a donc 12 qui gouvernent la République. Il y en a 12 qui gouvernent donc la République. La République. Oui, mais par le passé, on disait les institutions constitutionnelles, on parlait de la présidence de la République ou le président de la République. C'était la source de toutes les confusions. Ah bon? Nous avons voulu lever les confusions. Pourtant, ailleurs, c'est comme ça. À savoir qu'une une institution a une fonction. Bien entendu. Elle est gouvernée par des règles. Elle a une structure. Appelons donc les choses par leur nom. Ne perdez pas votre temps à appeler le chien quand il s'appelle Médor. D'accord, oui, question. Oui, merci, cher invité. Honorable, moi je voudrais savoir, parce que quand même ça se dit le plus souvent que cette nouvelle constitution qui sera certainement vulgarisée doit être à l'abri de la tentation de l'homme et du temps. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette constitution soit garantie pour l'avenir socio-économique de notre pays? Bien, disons que deux principes gouvernent une constitution. Le premier principe, c'est l'intangibilité de la constitution, qui est la garantie de sa stabilité. Parce que il y a ce qu'on appelle en droit l'isonomie, le fait que tous les hommes d'un même territoire sont soumis aux mêmes règles tout le temps. Le deuxième principe, c'est le principe de la mutabilité de la Constitution. Si vous regardez, apparemment, les deux principes sont contradictoires. Le premier principe dit de ne pas toucher, c'est intangible, et le deuxième dit il faut changer, donc il faut toucher. Autrement amendé. Autrement modifié. Autrement adapté à l'évolution sociale. Oui. Ces deux principes sont difficiles à réconcilier si on ne connaît pas l'essence d'une constitution. Commençons par le principe de l'intangibilité. Il doit y avoir des règles, des principes dans une constitution qui ne doivent être modifiés en aucun moment. Par exemple, nous disons, la règle dit que notre État est une république. Laïque. D'abord, c'est une république. Ouais, c'est pas une monarchie. C'est pas une monarchie. Est-ce qu'on doit toucher à ça? Je crois que tous les Guinéens répondraient non. Nous disons qu'elle est démocratique. Nous disons qu'elle est laïque, qu'elle est sociale et qu'elle est indivisible. Donc, ces principes de la Constitution sont absolument intangibles. C'est ad vitam aeternam. Mais il y a des principes, des règles dans la Constitution qui doivent pouvoir changer. Lesquels? C'est par exemple dire que les institutions telles que l'organe de gestion des élections oui, peut changer. On peut modifier les principes sur cela. On peut changer les institutions de gouvernance. Les institutions de gouvernance, on peut changer. On peut dire, par exemple, on a dit que désormais c'est le GE ou bien c'est le ministère. C'est le ministère qui fait Ces règles-là peuvent changer et s'adapter aux impératifs de l'évolution sociale. Mais il y a des principes qui ne peuvent pas changer. Lorsque nous disons que notre drapeau c'est rouge, jaune, vert,
Nous n'allons plus changer ça. Disposition verticale. Nous n'allons plus changer ça. Notre hymne, c'est liberté. Nous n'allons plus changer cela. Nous avons dit, par exemple, que le mandat du président de la République, c'est 4 ans, renouvelable une seule fois. Voilà des principes sur lesquels nous nous mettons d'accord. Ou bien c'est un exemple que vous donnez? C'est un exemple que je donne. Ah d'accord, il faut que l'exemple corresponde aussi exactement au contenu. Parce que quand vous dites 4 ans, les gens vont penser... Oui, pardon, c'est 5 ans, nous avons dit 5 ans. Excusez-moi, vous savez, on est très choisi par la présidentielle américaine, oui, parce que quand c'est l'élection aux États-Unis, c'est tout le monde entier qui est concerné. Okay. Allez-y, oui, le mandat c'est 5 ans. Le mandat c'est 5 ans. Oui. Qui ne doit pas changer. Maintenant, ce qui pourrait changer peut-être, c'est les garanties qu'on pourrait apporter à cela. Mais nous pensons que il y a des garanties, les garanties que nous apportons vont être aussi intangibles. Est-ce que tout le débat de notre pays ne se situe pas justement à ce niveau, le transfert de pouvoir? Parce qu'en 2010, on était là encore, on dit qu'il y avait des éléments de la Constitution qui étaient intangibles, notamment la question de mandat. Exactement. Est-ce que tout le débat, ce n'est pas à ce niveau? Dire que les textes sont ici, les textes sont ça, mais est-ce que ce n'est pas au niveau justement du respect des dispositions qui encadrent bien le mandat présidentiel? Le mandat présidentiel est la partie la plus substantielle des débats sur la Constitution. En fait, tout tourne autour de cette fonction ou de cette institution. Parce qu'il ne faut pas oublier que président de la République, c'est à la fois une institution et une fonction. Bien entendu. Tout tourne autour de ça. C'est ainsi que vous verrez qu'on discute sur l'âge, on discute sur l'éligibilité, on discute sur la santé, on discute sur les déclarations, les obligations du président. Tout tourne autour. En fait, toutes les contradictions que nous avons dans ce pays, toutes les sources de divergence que nous avons dans ce pays, c'est autour de cette institution. Mais il faut reconnaître aussi que c'est la principale institution d'un État. D'un État démocratique. D'un État démocratique. Bien entendu. Donc, ne vous étonnez donc pas que là-dessus, nous ayons aussi pris beaucoup de précautions. Quelles sont ces précautions concrètement? La première précaution, c'est de dire, par exemple, que le président de la République, après son mandat, ne peut plus être candidat. Avant, on a dit simplement que ce dont l'autre a profité. On a dit qu'il ne peut exercer que 2 mandats. Mais on n'a rien mis pour bloquer. Or, la vérité est que, et il avait un argument de poids en disant qu'il appartient au peuple de décider. Mais puisque maintenant, à travers la Constitution, le peuple décide qu'après l'expiration du 2e mandat, il ne peut plus se porter candidat. Il ne peut plus se porter candidat durant toute sa vie. Il est clair que il ne peut plus dire que le peuple peut changer puisque dans la Constitution, le peuple a exprimé sa volonté. Mais avant, il pouvait le dire puisque le peuple n'avait pas dit clairement qu'il n'avait pas droit à une possibilité de candidature. D'aller au-delà des 2 mandats. Voilà. Oui, question d'Oche. Oui, je voulais poser 2 à 3 questions à M. Thiam. La première question est de savoir, est-ce que ces 11 principes que vous avez cité tout à l'heure, qui caractérise, disons, l'avant-projet de la nouvelle Constitution, est-ce qu'elle émane du travail que vous avez fait tout récemment en faisant le ratissage d'aller vers les citoyens, les propos que vous avez recueillis, les avis auprès des citoyens? Est-ce que ces 11 principes tiennent compte de ce travail qui avait été fait? C'est pas que nous tenons compte, nous avons repris ce qui nous a été dit. Nous avons repris, avoir recueilli. Je veux être bien clair. Après avoir recueilli, nous avons repris ce qui nous a été dit et nous l'avons mis dans une formulation appropriée. Donc aucun de ces principes n'a existé de par le passé? Ça n'a existé dans aucune de nos anciennes constitutions. C'est la première fois que ces principes sont édictés dans une constitution guinéenne. Ensuite, parlons des 11 principes. Il y a un qui attire mon attention le plus, c'est l'exercice pacifique des libertés et des droits fondamentaux.
C'est un sujet qui revient sans cesse dans les débats au sein de l'opinion publique nationale et même pas au-delà même de nos frontières. Qu'est-ce qui est prévu dans l'avant-projet de la Constitution, dans la nouvelle Constitution qui verra bientôt le jour, pour garantir ces libertés et les droits fondamentaux des citoyens? Le titre 2, qui comprend au moins 26 articles, reprend tous les droits fondamentaux du citoyen, conformément à nos engagements internationaux formulés dans la Charte des Nations Unies, dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Nous avons décidé que ces principes-là doivent être reflétés dans notre Constitution. Et quand vous lisez le préambule le dit très clairement. La garantie, c'est d'un côté, d'abord d'énumérer les droits en disant que vous, par exemple, journaliste, vous avez la liberté non pas seulement d'opinion, mais de l'expression de cette opinion, mais aussi de la publication de cette opinion. Qu'il ne doit pas y avoir d'entrave à cela. Mais puisque ce n'est pas la Constitution qui va régir tout, il y aura des dispositions pénales qui vont garantir que s'il y a entrave à l'exercice de votre droit, soit par l'État, soit par un concitoyen ou des concitoyens, que des sanctions soient prises. Ça, c'est dit dans les dispositions de la loi pénale. La Constitution, elle émet le principe et les règles de l'existence et de la protection de ces droits et libertés. D'accord. Allez-y. Je vais enchaîner rapidement. Alors, c'est vrai que le plus souvent, quand on parle de la Constitution, le sujet qui revient le plus et qui intéresse bon nombre de citoyens, c'est le politique. Mais moi, je vais aller sur les 3 axes fondamentaux qui avaient été même annoncés par le président de la République, parmi lesquels figure par exemple le social. On n'a pas du social, on n'a pas du politique. Mais revenons sur le social. Le social par rapport aux citoyens lambda qui vit au pays, au plus profond du pays. Et c'est pas forcément peut-être que le politique qui va l'intéresser, ou bien le nombre de mandats, ou bien la manière dont on va choisir peut-être les candidats à la présidentielle ou aux élections législatives, mais plutôt le social, le bien-être. À ce sujet, est-ce que vous avez pensé à des réformes pour amener les autorités à plus penser au bien-être de la population, l'accès par exemple à l'eau potable, la santé, etc., l'environnement? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? La réforme institutionnelle que nous avons prévue, je vous l'ai dit tout à l'heure, a non seulement énuméré, mais catégorisé les institutions de la République. Et parmi ces institutions de la République, vous avez les institutions d'appui à la gouvernance démocratique, qui s'occupent de ces aspects sociaux, culturels, économiques. Lorsque vous prenez par exemple la Commission nationale pour le développement, vous savez tout ce qu'il y a, tous les éléments qui composent, qui concourent à un développement. Vous avez la commission de l'éducation civique et des droits de l'homme. Vous avez l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections et vous avez la commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Donc, non, ça c'est l'élection et encore la communication, je parle du social. Y a-t-il plus social que l'élection, que l'expression de la volonté par un citoyen de dire c'est celui-là qui me représente, c'est celui-là qui me dirige, et c'est de cette manière que j'aimerais être dirigé? Parce que n'oubliez pas une chose, que la République, les préfectures, les communes, c'est d'abord le vivre ensemble. Comment vivre ensemble? On ne peut pas vivre ensemble, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de principes, d'autorité chargée de veiller à l'application de ces principes du vivre ensemble.
et des éléments de ce vivre ensemble qui sont la création des biens matériels pour la satisfaction des besoins des populations. Il n'y a pas de social en dehors de ça. D'accord. Et plus que ça. Maintenant, par le passé, on était toujours habitué à 3 pouvoirs. C'est l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Dites-nous, comment vous avez éclaté ces différents pouvoirs dans la nouvelle constitution? Quand on dit les institutions d'appui à la gouvernance, est-ce que ces institutions relèvent du pouvoir exécutif d'antan qui a été éclaté? Comment vous avez réorganisé cette fois-ci l'organigramme du pouvoir en République de Guinée? Les 3 pouvoirs se retrouvent dans ce que nous avons appelé les institutions gouvernantes. En fait, si vous vous souvenez bien, j'entends souvent les journalistes dire le pouvoir régalien. Le pouvoir régalien, en fait, c'est quoi? Régalien, c'est quoi? C'est le pouvoir du roi. La République a éclaté les pouvoirs du roi pour les confier à des institutions. Bien entendu. Le président de la République, le gouvernement, le pouvoir législatif. L'Assemblée nationale, le Sénat. Non, c'est ça le pouvoir législatif. Ou si tu veux, le Parlement. Ouais. Et il s'est trouvé que, au niveau du pouvoir, le premier élément de ces institutions gouvernantes, c'est le pouvoir exécutif qui comprend 2, le président de la République et le gouvernement. Et le gouvernement, oui. Le deuxième organe gouvernant, c'est le pouvoir législatif ou le Parlement qu'on a éclaté en 2 chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Si vous prenez le terme légiférer seulement, si vous prenez le terme légiférer, tous les organes, toutes les institutions gouvernantes légifèrent. Maintenant, chacune a un domaine un domaine précis dans lequel il légifère. Les lois sont prises par le pouvoir législatif. Mais dans cela, nous avons éclaté. Il y a les compétences de l'Assemblée nationale et il y a les compétences du Sénat. Et il y a des compétences sur lesquelles les 2 sont réunis dans l'organe qu'on appelle le Conseil national de la République. Justement. Les deux se réunissent sur certaines matières. Donc il y a une répartition de matières telle que, en parlant de légiférer, vous avez donc les matières qui relèvent du domaine de la loi. Dans certains pays, le domaine de la loi est illimité, mais nous avons dit en République de Guinée que le domaine de la loi est limité. Et on a cité les matières dans lesquelles l'Assemblée intervient. Toute matière qui ne relève pas de ce domaine précisé par la Constitution relève du domaine réglementaire, c'est-à-dire du pouvoir exécutif, qui peut prendre des décrets, des arrêtés, des circulaires, des notes de service. Parce que c'est des matières qui changent rapidement. Nous avons tenu compte de choses, c'est qu'il y a des matières qui mettent du temps à changer. Je vous ai donné par exemple l'exemple du choix que nous avons dit que la République, notre État est une République. Ce principe, nous sommes d'accord qu'il ne peut pas et ne doit pas changer. Mais il y a des questions, il y a des matières qui sont changeantes, mais qui prennent un long temps avant de changer. Et un long processus. Un long processus. On les a mises dans les lois organiques. D'autres qui peuvent changer après un certain temps, on les a mises dans les lois ordinaires. Les matières qui ont une célérité de changement, on les a affectées au pouvoir exécutif parce que c'est généralement des questions sur lesquelles l'administration, l'État, l'organe exécutif doit intervenir rapidement pour régler des questions précises et actuelles.
La question quotidienne, d'accord, oui. Allez-y, madame, question. Il y a eu des innovations, 205 articles, dont des innovations, entre autres, le parrainage, la candidature indépendante, limitation d'âge, le mandat du président. Mais cette question du Sénat, c'est de l'exclusivité, et le Guinéen veut comprendre quelle est la différence exactement entre l'Assemblée nationale et le Sénat. L'article 65, les points de convergence et les points de divergence. Voilà. L'invité, c'est bien Eric Cham, hein, il est le président de la commission loi. En même temps... Éviter le conflit de compétences entre ces institutions, naturellement. Non, allez-y. Il n'y aura jamais de conflit de compétences. Et même si les conflits de compétences surgissaient, on a prévu des solutions. Le mode de règlement. La Constitution, elle est prévoyante. La nouvelle Constitution est très prévoyante. Gouverner, c'est prévoir. Anticiper. Et le principe de prévention doit être la règle fondamentale d'une constitution. D'accord. Le Sénat, l'Assemblée nationale, allez-y. Bon. Retenons une chose, c'est que l'Assemblée nationale, c'est l'organe représentatif du peuple de Guinée. Alors que le Sénat est l'organe représentatif des collectivités territoriales. Vous savez, d'un côté, les citoyens directement élisent des personnes pour prendre des lois à leur place, et de l'autre, elles élisent aussi, par exemple, les communes et les régions. Communaux, oui. Les conseils communaux, les conseils régionaux. Le Sénat va donc représenter ces élus qui prennent des décisions pour les populations. Côté décentralisation. Alors que l'Assemblée nationale est l'émanation directe du citoyen pour représenter les intérêts du citoyen directement. Nous avons donc réparti les compétences de telle sorte que l'Assemblée nationale, en réalité, est l'organe principal de législation. Celle qui peut avoir l'initiative des lois. Le gouvernement, le Sénat et l'Assemblée nationale ont concurremment tous les trois l'initiative de la loi, mais il y a des matières qui leur sont données. Le gouvernement a compétence sur toutes les matières de faire un projet de loi. L'Assemblée nationale vote certaines catégories de lois qui sont énumérées. Le Sénat a un ensemble de lois sur lesquelles elle peut prendre des initiatives et sur lesquelles elle peut prendre seule la loi. Le Sénat. Mais nous avons fait en sorte que ce qui arrive ailleurs n'arrive pas chez nous. De bon ou de mauvais? De mauvais. D'accord. Les blocages. Vous savez, les blocages institutionnels qui peuvent arriver. Deuxièmement, la circulation du projet ou de la proposition de loi. Il ne faut pas que cela prenne du temps. Nous avons fait en sorte que si, avec la navette entre les deux, des problèmes se posaient, qu'il y ait une commission paritaire des deux qui puisse régler la question. Et si elle n'est pas réglée, nous avons dit, la dernière parole reviendra à l'Assemblée nationale pour voter sur la loi. Pour trancher. D'accord. Mais c'est le principe de la collaboration des deux organes parlementaires qui est la règle fondamentale. Et, la dernière question. Oui, la dernière d'ailleurs. Oui. En français facile, en français facile. L'Assemblée, c'est des députés qui ont été élus par des populations à l'issue d'une candidature électorale. Oui. Le Sénat, ce sont les représentants communautaires qui prennent en compte l'avis de tous les citoyens, forcément qui ne sont pas reliés à une forme de politique. C'est cela? Je n'ai pas bien compris la question. La différence entre l'Assemblée nationale et le Sénat. La composition. La composition, en français facile, pour le citoyen lambda. Les sénateurs sont issus, sont issus des élus.
Non, ils sont déjà élus. Ils sont déjà élus. Dans leurs communes respectives. Dans leur que ce soit commune une rurale partie, ou commune... bien sûr, je vais dire, parce qu'il y a un tiers qui est désigné par le président de la République. Un tiers. Qui est désigné par le président de Et la c'est les 2 tiers qui sont... Qui émanent des structures décentralisées. Vous savez, c'est déjà des élus locaux à la base. À la base. Qui vont être choisis pour une deuxième fois. Non, qui vont choisir ceux qui doivent composer donc, le Sénat. une deuxième élection. Voilà. Élection au deuxième niveau. Attention, oui. Ce n'est pas les mêmes qui sont élus au Sénat. Mais ce sont eux-là qui élisent le Sénat. D'accord. Voilà. La question, elle est comprise. Mohamed Ali Thiam, oui, déjà, on me fait signe que c'est terminé. Et il faut avancer parce qu'on a d'autres. Mais si la question n'est pas longue, rapidement. Non, elle n'est pas longue. C'est justement dans quelles circonstances, justement, le Sénat peut contribuer à limiter le pouvoir du président. Parce que c'est ce qu'on a connu, parce que le Sénat dispose de ce qu'on appelle le contrôle de l'action gouvernementale. Il y a des matières, par exemple, les lois de plan. Les lois de plan, les lois de programmation relèvent du Sénat. Ça peut être, oui. Non, ils doivent être combien, le Sénat, la composante, le nombre de personnes qui doivent composer le Sénat? Nous ne l'avons pas dit. Ah oui. Bon, là, il faut que je procède par chose. On a dit qu'un tiers. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas le dire dans la mesure où... C'est toujours l'avant-projet. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas le dire parce que il va y avoir un découpage. D'accord. Un nouveau découpage. Un nouveau découpage. Vous savez qu'on a posé le principe de l'égalité des citoyens. Okay. Si vous regardez l'égalité des citoyens, il y a plus de citoyens à Sigiri qu'à Koundara ou à Mandiana. Si vous allez sur le principe d'égalité, donc, la représentation doit être proportionnelle. Ouais. D'accord. Donc, il pourrait arriver qu'à un moment donné, on divise, par exemple, Kankan en 2, 3, 4 communes. Ou Sigiri en 5, 6 communes. Je ne sais pas. Ça pourrait arriver. Donc, à la date d'aujourd'hui, on ne peut pas vous le dire parce que ces choses-là vont intervenir quand la Constitution aura été adoptée. Définitivement. Définitivement. Mohamed Ali Thiam, merci d'être passé vous aussi sur ce plateau de la synergie consacré à la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Je rappelle que vous êtes le président de la commission Constitution, loi organique, administration publique et organisation judiciaire. Encore une fois, merci d'être passé sur ce plateau et merci d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées tout à l'heure.